Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Satikos, bienvenue à bord de l'Akizuki. L'Akizuki qui va être le premier protagoniste de cette bataille. On va voir deux batailles. Alors comme la thématique le est supposée dans le titre, si vous avez regardé aussi la description de la vidéo, je me propose de vous montrer les contre-torpilleurs sous forme de torpilleurs. Bref, de contre-emploi, même s'ils vont beaucoup se servir de leur canon. Mais on va les voir en plein dégâts avec deux pilotes très différents, mais que vous connaissez bien maintenant si vous avez l'habitude de regarder des vidéos concernant mes destroyers. Papy et Polon dans leur œuvre. Alors l'Akizuki, ce sera Papy. Et on passera ensuite sur l'Ognevoy de Polon, que je vous montre, l'Ognevoy, voilà. Vous voyez que lui, c'est encore pire, hein, il n'a que deux tourelles doubles. Et Papy, l'Akizuki, c'est un gunboat. Il est là pour ça. Il a un reload de malade. Mais vous allez voir qu'il sait aussi se servir de ses torpilles. Alors, avant toute chose, je vais quand même vous montrer le commandant de l'Akizuki. Là, c'est les réparations. Là, c'est le moteur qui continue à tourner même quand il a pris des dégâts. Là, c'est l'anti-air. Il a dopé son anti-air, c'est étonnant. Et là, c'est l'IFHE, donc c'est faire des dégâts plus importants avec ses HE. Bref, il a strictement pris aucune chose que j'ai l'habitude de prendre moi sur un DD, c'est-à-dire, moi je serais plutôt, comment dirais-je, la dissimulation, ce serait comment dirais-je, le surintendant. Bon, les rotations de tourelles peut-être, mais pas trop, parce que dans l'Akizuki, il est assez rapide. Après, c'est un navire qui se positionne beaucoup. Et l'alerte de tir en approche, que j'aurais mis probablement. Enfin bref. Allez, on démarre en bataille en Akizuki, et on regarde ce qu'il en est. A tout de suite. Allez, on est parti et nous sommes à bord de l'Akizuki, donc de Papy, ça fait beaucoup de I, tout ça. Sur la map Canada, en français, île brisée. Voilà, je préfère Canada, je trouve que c'est plus joli, je ne vois pas pourquoi ils ont changé, ils ont mis île brisée. Alors, nous sommes en capture de base, Papy est tout seul sur son Akizuki, 3 dans une bataille tier 9. Donc il est rang 8, hein. Mais il va falloir qu'il se méfie de beaucoup de monde. Si on accepte le Bismarck ou les Musashi avec leur terrible secondaire, on peut rajouter le Lion, qui est pas mal non plus, tous les croiseurs, Buffalo, Neptune, Cleveland, double Cleveland, et en plus c'est une division. En termes de destroyer, un Xianyang, donc le panasiatique, le Sims, qui est un excellent destructeur de DD, et l'Akatsuki, qui est plutôt un torpilleur. Alors, Papy se met derrière le Leningrad, qui n'est pas forcément grandiose. Le Leningrad aurait été plus inspiré de laisser Papy premier, dans la mesure où Papy est plus furtif et pourrait peut-être protéger un peu mieux. Alors, le Leningrad aussi, hein, je rappelle que c'est un Minsk, et c'est un féroce destructeur de DD. J'aime bien le jouer, le Leningrad. Mais bon, là, il est rang 7. Il va falloir qu'il se méfie. Un matchmaking curieux, d'ailleurs, hein, en termes de DD. 2 rangs 8 et 1 rang 7 dans l'équipe de Papy. Un seul rang 8 et 2 rangs 7. Alors après, bien sûr, ça doit s'équilibrer en termes de matchmaking sur les croiseurs, puisqu'ils sont à 2 rangs 9 et 2 rangs 8. Contre 2 rangs 9 et 2 rangs 7. Donc je trouve que le matchmaking à l'heure actuelle est plus trop, comment dirais-je, plus aussi équilibré qu'il y a peu. Je trouve qu'il est en train de redevenir un peu déséquilibré. Enfin bon, ça c'est mon avis qui est particulier. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Alors Papy, comment s'est développée la flotte? La flotte a décidé de négliger son flanc droit, le flanc gauche sur la minimap. Elle ne pousse pas trop, elle va faire un push soit au centre et puis surtout bien sûr là sur l'aile de Papy. Alors Papy qui s'est arrêté bien sûr,
L'Akizuki, je le rappelle, c'est un... Bah, je le dis souvent, hein, c'est un Atlanta japonais, mais en DD. Voilà. Il n'a pas un gros DPS, mais alors en DPM, il peut faire très très mal, surtout qu'il a un bon ratio d'incendie. Et voilà un Cleveland qui fait un tout droit. Voilà c'est l'écurie de Cleveland, là, ils sont ensemble. Et Papy, il en renvoie une... Alors, il a un seul set de 4 torpilles. Hein, c'est le problème. L'Akizuki n'est pas censé être un comment dirais-je, un torpilleur pur, mais plus un gunner, un gunboat. Généralement, d'ailleurs, quand vous voyez un Akizuki, vous vous méfiez parce que il a tendance effectivement à mettre des torpilles. Là, il attire l'attention du Cleveland pour que celui-ci ne regarde pas si les torpilles arrivent sur lui. Et si ça fonctionne, le problème c'est que le Cleveland vise bien et qu'en plus il l'en pris. Voilà, une torpille au but quand même. Le Cleveland a eu très très mal. Joli coup que cette coup de torpillage parce que ça va calmer les deux Cleveland. Regardez, les deux Cleveland qui sont en équipe avec un Xianyang, les deux Cleveland ont tout simplement pris très cher d'emblée. Et il y en a même un qui a été sorti. Voilà. Alors là, Papy a repéré quelqu'un dans le coin là-bas, un Missouri. Il a attendu de regarder que les tourelles tournaient pour tirer. Là, le Missouri n'a pas pu faire la correction et tirer à la volée. Donc, résultat, voilà. Alors, bon, 31 tirs et un seul incendie qui tourne là. À noter que les deux Cleveland de la même division chez les Rouges ont été sortis. Voilà. Et là, ils sont pas déçus de leur voyage. Les deux kills ont été faits par le même navire, l'Iowa. Là, le d'incendie tourne toujours sur le Missouri, hein. Alors bon, il n'est pas énorme, mais attention, parce que Papy a récupéré ses torpilles, et Papy, les torpilles, il connaît, hein, il sait s'en servir. Même si, bon, je le sais très performant avec tout ce qui est gunboat, les destroyers chasseurs de DD, les contre-torpilleurs, si vous préférez, hein, pour parler à la française. Et Papy est très performant, et même s'il aime apparemment bien jouer le fourbe avec ses torpilles, il semble plus à l'aise avec les contre-torpilleurs. Je rappelle ces exploits que vous retrouverez sur ma vidéo, ce qu'il a pu sortir en Okotnik ou dans tout autre navire. Hein. Les torpilles sont belles là sur le Missouri. Peut-être belles jusqu'à un certain point, voyons. Ah oui, c'est belle. Boum, boum, 2 torpilles au but. En prime mais des bois d'eau. Et le Missouri qui essaie de nettoyer tout ça, mais voilà. Au canon, il n'y a plus de respect. Ça c'est voilà, 94 000 de dégâts. Et on est à 7 minutes de jeu seulement. Il faut dire qu'il est tombé sur des gens très complaisants. Hein. Un Missouri qui marche comme ça, c'est juste... bon, voilà quoi. Alors, est-ce qu'il va tirer sur le Sims ? 2 secondes, et le Sims est en train de venir, voilà, il envoie ses torpilles à tout hasard. Le problème, c'est qu'il n'y a plus personne pour spotter le Sims. Le Sims qui est tout près, tout près de lui. Donc il faut partir du principe que le Sims va être vu à l'arrache, mais... Donc il sort de son nuage de fumée. Ah non, le Sims doit être dans le sien, le nuage de fumée. Donc, il a le reload pour affronter un contre-torpilleur américain. Clairement. Après, est-ce que les dégâts de l'Akizuki sur la... Comment dirais-je, hors incendie,
seront suffisants pour dépoter un Sims? Je crois que oui. Et ça demande à être vérifié. Donc là, ben, il y va. Hein. Il va les vérifier, tout simplement. Un petit moment creux, mais ça c'est normal hein, dans les parties avec des captures de base. Voilà le Sims. Voilà, il attend. Il l'a vu. Il sait qu'il est là. Et kaboum, non pas kaboum. Et voilà. Le Sims n'avait absolument pas calculé. Hein. Il a lancé ses torpilles vers qui? Vers l'Indianapolis, à 7 km. Il n'avait même pas calculé. Ma foi. Ben, ça va bien. 2 kills. Tout est bien qui se passe bien. Il se contente de faire du spot. Son équipe est derrière. Bon, ils ont quand même poussé sur leur aile gauche. Ils sont en train de se rapprocher de plus en plus de la base ennemie. Des ennemis sont obligés maintenant de faire un retour vers leur base pour essayer de maîtriser ça. Mais il a repéré un Iowa. Et à 6 km, un Iowa risque fort d'avoir très mal aux cheveux. Alors, on m'a expliqué qu'effectivement, j'en ai parlé avec Papy, quand je disais, on voit pas ton réticule, on voit pas ton angle de visée, il m'a dit non, mais je l'avais bien sélectionné. Donc il est possible que le mode Aslan ne le figure pas, c'est peut-être un petit bug graphique. Donc il a carrément utilisé son mode, son aide à la visée, qui est naturel. Hein. Et là, la Iowa qui fait son tout droit va se prendre une torpille, voire deux. Non, une seule. Mais il y en a d'autres qui arrivent là. Et là, la Iowa va prendre très cher. Voilà, et ben voilà, à la torpille. Il a tout simplement réutilisé son rechargement de torpille. Et ben voilà, toi, tout simplement. Donc il a coulé un troisième navire. Mais il utilise vraiment l'Akizuki dans sa meilleure utilisation possible, c'est-à-dire se faufiler entre les îles, être tout le temps caché. Et puis voilà, quoi, tirer. Mais ce qui est original, c'est qu'il a quand même mis 6 torpilles au but, avec un destroyer qui est plutôt un contre-torpilleur. Alors là, le Bismarck doit savoir qu'à un moment donné, vu le reload, c'est un Akizuki, et que donc il y a des gros risques qui se ramassent, des incendies, beaucoup d'incendies. Donc vous voyez là, par 2 incendies seulement. Bon, il y en a un qui est en cours, mais on notera quand même qu'il n'y a pas un énorme ratio. Hein. Quasiment 200 hits et seulement 2 incendies, c'est pas énorme. Hein. C'est du 1%, c'est pas beaucoup. Là, il attend le Neptune. Il devrait pas. Vous voyez, il va falloir qu'il s'en aille parce que le Neptune vient le chercher. Et là, il va se bitcher. Ah. Non, il s'est pas bitché. Ouais, Neptune qui peut le sortir, hein, clairement. Chaque salve fait très très mal. Alors, il n'y aura pas le Kraken forcément. Est-ce que Neptune aura tourné sec? Non, le Neptune tourne dans le mauvais sens. Et c'est possible qu'il se coule. C'est possible. On va voir ça. Voilà. Boum. Ce n'est qu'une égratignure. 4 kills. Gros calibre, frappe dévaste. Ce n'est qu'une égratignure. Et un joli coup d'un Akizuki qui n'a pas... comment dirais-je,
On n'est pas franchement habitué à le voir bien jouer, ce navire. Très particulier. Et quand il est bien joué, bien sûr qu'il est mortel, comme tous les navires. Mais c'est vraiment un tueur, hein, ce navire. Je vous dis, c'est un Atlanta à la mode japonaise, un DD. Attention, reporting the target position. Allez, maintenant, alors on est sur le Norska. La bataille ne fait plus vraiment de doute. Hein. En plus, là, voilà, la base ennemie est en cours de capture. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour décaper les Verts. Et là, le lion risque fort de disparaître. Voilà, fin de la bataille. Voilà, de retour au port avec la Kizuki. De retour au port et on regarde des écrans de bataille. Alors c'est une victoire, hein, 7000 points et 4521 points d'XP libre. C'est énorme. 3 achievements, ta frappe des vases, gros calibre. Et puis ce n'est qu'une égratignure. 182 000 de dégâts. 230 coups à la cible. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même réussi à faire 8 torpillages, 8 torpilles au but et 6 inondations. 230 coups à la cible pour seulement 3 incendies. C'est pour ça que comment dirais-je, le skill du commandant concernant les incendies pour augmenter le ratio d'incendie, c'est pas du luxe. Il est quand même nettement premier, plus de 1000 points d'XP de base en plus que le second, l'Iowa. C'est énorme, c'est considérable. Hein. Il a presque à lui tout seul autant que le deuxième et le troisième en XP de base. Bravo à lui, franchement. Et merci pour cette vidéo parce qu'elle était vraiment très intéressante. 65 000 sur un Missouri, 43 000 sur un Neptune, 41 000 sur un Iowa, 700 sur un Sims. Ça, c'est 4 victimes. 24 000 sur un Cleveland, c'est la torpille, plus tir au canon sur l'autre Cleveland. Il n'a parcouru que 39 km, mais ça, dans le cas du DD, comme l'est la Kizuki, il n'y a pas énormément besoin de parcourir des kilomètres, il suffit de naviguer entre les îles et de savoir se positionner. Il n'a pas énormément tanké non plus, 277 000 de dégâts. Il n'a utilisé que la HE pour faire 45 000 de dégâts avec 230 obus, et il a tiré que 380. Bref, il a mis 2 obus sur 3 au but. C'est un beau ratio. Très très beau ratio. 28 torpilles lancées, 8 ont porté. Donc là, on est sur du 4. Ouais, 1 sur 4. Pour 114 000 de dégâts. Et 21 000 de dégâts à l'incendie pour seulement 527 inondations. Il a mis 6 inondations, mais comme les navires ont coulé, voilà, hein, en gros. Et pour finir, il est premium et son commandant a pris un petit 7000 points d'XP en plus. Voilà pour la bataille en Akizuki. Très instructive. Maintenant, on va voir Polon. C'est un autre genre, mais c'est pareil. C'est quelqu'un qui casse les codes. Et avec son Clevoy, on va voir ce qu'il en est. A tout de suite en bataille. Allez, pour cette seconde bataille en Ogrevoy, on va être confronté à un classique et à la fois une partie très intéressante, puisque le Glevoy est en lotière dans une bataille de tier 10. Donc parmi bien sûr les navires dont il va falloir qu'ils se méfient tout particulièrement, il va y avoir le Midway adverse, naturellement. Je pense aussi au Minotaur, au Buffalo, et puis les 4 DD, 2 tier 10, Z52 Shimakaze, un Fletcher. La Zachio est peut-être un poil moins dangereux, c'est un tier 8, mais il a des torpilles en eau profonde. C'est pas un réel gunboat. Et ce sera peut-être le moins dangereux du lot.
J'ai pas nommé les républiques der Grosse Norska, bien sûr, mais j'ai nommé ceux qui me paraissaient être le plus aptes à sortir le malheureux Ognevoy. Un Ognevoy qui ne rush pas le point C, bizarrement, parce que nous sommes sur une carte en mode domination. La logique aurait peut-être voulu qu'il aille sur C. Là, il ne le rush pas vraiment. Il va entre les deux. Il profite de la portée de ses torpilles, 10 km, je le rappelle, pour le Gnevoy. Il se positionne à un endroit intéressant. Ça lui permet de spotter sans être encore repéré. Surtout, c'est un endroit un petit peu bâtard auquel les ennemis ne vont pas forcément penser. Lui, il rush pas le point C, sachant que on va voir qui se précipite sur C. Le malheur, c'est que voilà, il y a les chasseurs du porte-avions qui viennent plutôt vers lui, qui sont en train de faire du spot sur C, ce qui visiblement lui a... Il redoutait d'ailleurs, il avait plus ou moins prévu, et ça, en évitant justement d'aller sur C trop vite, il n'a pas été spoté puisque les chasseurs sont partis sur B à la recherche du DD adverse. Il a vu que B était en cours de capture, donc il s'est précipité sur B pour aider à spotter le destroyer vert qui était en train de caper B. Là maintenant, il avait compris qu'il n'y avait probablement pas de DD sur C. Effectivement, il semble y en avoir deux sur le point B. Vous voyez, deux rouges qui sont le Z52, le Fletcher. Le Fletcher n'a pas voulu aller sur C. Il a été sur B aider son collègue. Résultat, Polon tranquille peut aller caper C. Et éventuellement, il s'est caché derrière la montagne. C'est très malin ça. Voilà, et on ne lui tirera pas dessus. Par contre, si le Fletcher fait mine de venir vers C, il l'accueillera. Là, attention à ne pas sortir du point. Voilà, il surveille le Fletcher. Ah mince, il ne peut plus voir. Le Fletcher dans sa smoke. Il va pas tirer naturellement. Il faut pas qu'il se fasse repérer. Bon, même si l'ennemi sait qu'il y a un destroyer dans C, tant qu'il ne tire pas, il court pas le risque d'être repéré. Un coup de torpille, ça doit être plutôt pour le Fletcher. Si d'aventure le Fletcher suit le Z52 rouge. Là, les torpilles sont plutôt bien sur le Lindenburg, pardon. Mais je doute. On va regarder. Non, elles ont dépopé. Le voilà, le Fletcher. Donc on s'arc-boute. Maintenant que le point a été capturé, on s'arc-boute et on chasse le Fletcher. Naturellement, la réplique a été instantanée. On a tiré dans sa direction. La force d'Ognevoy, c'est aussi un peu sa faiblesse. C'est ses torpilles. Certes, c'est des torpilles qui vont à 10 km, mais c'est des torpilles très lentes, comme vous pouvez le constater. Pas facile de faire du torpillage en haut tiers. Les gens ne font plus les mêmes erreurs qu'en middle tiers, par exemple. Il n'y a plus trop de tout droit, c'est assez rare. Là, le challenge, j'avais de voir combien de torpilles il va mettre au but, avec un torpillage à 10 km, ce qui est relativement correct. Mais enfin bon, Shimakaze et Yugumo envoient des torpilles beaucoup plus loin. Ça n'a rien d'exceptionnel. Donc, il n'a pas tiré à tout va. Le truc, c'est maintenant d'aller chercher du spot pour ses partenaires. La furtivité à 6-1 de l'Ognevoy est quand même un petit avantage quand même. Ça reste quand même un navire bizarrement, pour un Russe, assez furtif. Les Russes sont rarement des navires des destroyers très très furtifs. Bon nombre d'entre eux sont bâtis un petit peu sur la philosophie des contre-torpilleurs français, c'est-à-dire des mini-croiseurs. Qui étaient plus ou moins des chefs d'escadre, qui étaient là pour veiller à, pour diriger les escadres de plus petits contre-torpilleurs. Et ceux qui sont dans le jeu, c'est plutôt la philosophie de ceux qui sont dans le jeu, ce sont plutôt des navires
comment dirais-je, peu furtif ou pas furtif du tout. Là, l'Ognevoy sort un peu de cette donne. Ils ont un peu repris le principe des torpilleurs japonais. Un peu, hein. Ces torpilles qui vont loin. Et voilà, de quoi sortir. Alors, il y a le Fletcher qui est là. Malheureusement, est-ce que les torpilles vont aller au bout? Ça, c'est une bonne question. Il reste 7 secondes pour avoir un nouveau... Donc vous remarquez, bon, B, il va sur B maintenant. Il a capé, alors que son point C qu'il a capturé est en cours de récupération par les rouges. Et lui vient chercher... Les rouges, ils sont toujours en tête de 70 points, c'est-à-dire d'équivalent du destroyer qui a été coulé, parce qu'ils ont perdu effectivement un Yugumo chez eux. Et là maintenant, il faut sortir le DD, voilà. Fletcher. Bien sûr, alors le Fletcher, lui, ça tire, ça n'arrête pas, c'est très compliqué à sortir un Fletcher. Si vous êtes en face d'un joueur qui sait jouer et qui tire en permanence, ça va, il a changé de cible. Vous voyez, mais c'est bon, bah, voilà, il a... Voilà, c'est une fin du Fletcher, qui est resté un tout petit peu trop dans le cap. Le résultat, c'est qu'il a un peu tiré un peu à droite, un peu à gauche. Il a voulu finir le Shimakaze, donc il a arrêté de tirer sur Polon, heureusement, et... finalement, il a sorti personne. Les rouges n'arrivent toujours pas à caper, ils ne contestent plus du tout le point C, ils ont été chassés. Je pense que c'est la Maggie qui était dans le point C, et il a été obligé de sortir. Je veux dire qu'il y a du monde, hein. Mosglad, Orska et Rune sur son dos. Donc voilà, on capture le deuxième point, c'est une aide à la capture, et là ils sont à nouveau en train d'essayer de capturer, c'est le République. Donc Polon s'en va chercher du renseignement. Et surtout aller soutenir. Et il va se mettre à jouer comme un Kiev. Là, il va se mettre derrière le Rune et tirer. Tirer autant que possible pour former des dégâts. Bah, du moins que c'est ce que je pressens, mais c'est Polon. Bah, il ne fait jamais comme les autres en destroyer. Là, le Minotaur, il prévoit la... Est-ce qu'il prévoit la sortie du Rune? Oui, le Rune va se faire sortir, voilà. Le Rune s'est fait sortir par Lidenburg, qui était planqué. Les rouges qui sont clairement en supériorité numérique, désormais, avec la perte du Rune. Le Moskva s'enfuit, le Norska recule. Les rouges sont en train de prendre davantage sur ce point. C'est pas trop grave dans la mesure où les verts ont l'avantage sur B qui sont en train de capturer A. Mais ils ont 160 points d'avance, mais bon, c'est pas suffisant. Alors là, le Lidenburg, Polon évite bien sûr de le tirer. Il cherche une cible. Alors là, comment dire, les verts viennent de mettre un coup fatal. Et le République, heureusement qu'il s'est enfui, parce que le République arrivait à 5 km de Saxsmoke, un petit peu comment dirais-je, à foncer dans le tas. Et seulement, voilà, Polon, il sait que dans 5 secondes, il récupère ses torpilles. Donc la République risque d'avoir un petit peu chaud aux plumes. La République est en train de serrer son virage, qui veut passer au ras de l'île. Mais là, à 3 km, compliqué d'éviter 5 torpilles. Bon, peut-être 4, s'il y en a une qui frôle trop près de l'île. C'est ce que je pense qu'il va se passer. Non, elle est passée. Ah oui, oui. Oh là là, le République, qu'est-ce qu'il va se manger?
Ah là là, bon, bah c'est fin du République. Hein. Boum, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 torpilles, 10 torpilles. Wow. République qui avait pratiquement toute sa vie. Voilà. C'est juste... C'est vrai qu'il ne faut pas faire chier le Gnevoy. Excusez-moi le mot, mais bon. Ceci dit, c'est vrai que c'est rare d'avoir une telle possibilité en game. Arriver à sortir, à mettre 10 torpilles au but sur 2 salves. Deux salves identiques. Hein. C'est quand même miraculeux. 92 000 points, alors qu'il n'avait pas fait énormément de points. Allez, le Minotaur qui vient le chercher. Il a sorti le radar. 10 secondes. Il se repositionne à peu près au même endroit. Le Minotaur, lui, par contre, semble venir, mais en s'éloignant de l'île. Hein. Il prend un virage extérieur et pas intérieur. Voyons si c'est même motif, même punition. Ah, il est repéré radar. Il lance ses torpilles préventivement. Voilà, le Minotaur. Oui, ah non. Le Minotaur qui repique. Oh lolo, lolo, lolo. Boum, une torpille, 2 torpilles et une voie d'eau. Le Minotaur qui va serrer autant que possible, mais je pense pas qu'il prendra de torpilles sur cette salle. Maintenant, il faut jouer au chat à la souris. Et là, il risque de prendre très cher. Hein. Problème... Ah, citadelle, oui. Un bout portant. Et il s'en prend une de torpille de... Et il se fait sortir. Quel dommage. Quel dommage qu'il se soit fait sortir. Ça aurait été le coup parfait, pratiquement. C'est quand même une superbe partie. 119 000 de dégâts. Vraiment une super partie. Allez, il n'y a plus de suspense. Passons aux écrans de bataille. Allez, retour sur les écrans de cette bataille. Retour sur les écrans de la bataille. Donc c'est une victoire avec 6565 points d'XP, 658 XP libre, une frappe dévastatrice en guise d'achievement, 120 000 de dégâts quasiment, 25 coups au but au canon, 12 coups au but en torpille, avec 8 inondations quand même, 2 citadelles, une base capturée, une aide à la capture. C'est une bataille extrêmement complète en Ognevoy, clairement. Il est très nettement en tête, avec 2361 points. On notera que c'est un Shimakaze qui est juste derrière, mais lui, c'est le lotière, ne l'oubliez pas. Donc c'est très confortable. En termes de dégâts, il a tiré que sur 3 navires. Le République qu'il a coulé, le Minotaur qu'il a failli couler, et le Fletcher qu'il a failli couler aussi. En dégâts potentiels, il n'a encaissé que 603 000, ce qui est quand même énorme pour un DD, même surtout à ce niveau-là. Il a parcouru que 54 km, encore une petite distance. Vous voyez qu'il ne s'agit pas de... Même en DD, même en haut tiers, les longues distances ne sont pas des gages de victoire forcément. Il a switché à PHE, assez étonnamment d'ailleurs. Il a tiré 2 fois plus de HE que de AP, bien sûr. Mais bon, sur la HE, c'est un rapport de 1 sur 2, 2 coups au but. Un coup au but pour 2 obus tirés, c'est confortable, 7000 points de dégâts. Par beaucoup plus intéressant perforant, il tirait, c'est vrai, de beaucoup plus près. 16 obus de tirés, 12 qui ont touché, pour 6669 d'XP. 70 torpilles, c'est vrai qu'il arrose beaucoup à la torpille avec son Ognevoy. Il est assez perturbé, mais il a reconnu. Il est assez perturbé par la vitesse comment dirais-je, la vitesse des torpilles qu'il trouve très très lente. Hein. 70 torpilles tirées, 12 au but, c'est-à-dire 1 sur 6, grosso modo. Ça fait quand même un joli 104 000 de dégâts. Hein.
et de 8 inondations. C'est assez confortable. 2000 de dégâts dans les 8 inondations. Voilà pour cette bataille. On regarde en vitesse. Il a un commandant qui a pris 8361 points d'XP. De retour donc au port pour pour le débriefing final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu deux navires jouer à contre-emploi et avec énormément d'efficacité. Il faut véritablement avoir la maîtrise totale de son navire et du gameplay des navires pour arriver à faire ce qu'ils font. Et ils sont véritablement à leur aise dans ce cas-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et tant qu'à moi, je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.